Calme comme à la maison, deuxième partie avec Pierre Mikhailov qui a beaucoup de choses à nous dire concernant le rock, l'écriture, les années 70-80. Alors on va rappeler Pierre que tu es auteur de plusieurs livres, le Beatles pour les nuls, Post-Punk 78-85, Cultissime les années 80 et le dernier livre, L'élevage du brochet à Bas-Saint-Cloud, que je mets devant toi pour qu'on voit la pochette, voilà. Encore une fois, ça parle de rock. Alors, le rock joue un petit rôle dans l'histoire, mais c'est plus une sorte de polar, un peu dans l'ambiance du film Délivrance, tu sais, ce film du début des années 70. Oh oui, avec John Voight. Des gens aussi l'ont comparé à cette arrivée près de chez vous, donc voilà, c'est un peu... ça se passe dans le nord de la France, dans un petit village de 357 habitants qui s'appelle La Motte-Bulleux. Qui existe. Qui existe. Bon, les vrais habitants de ce petit village sont, j'imagine, très sympathiques. Dans mon livre, ils sont nettement moins sympathiques. On est au début des années 70, et ils n'aiment pas du tout les chevelus, les hippies, les jeunes en général, et les étrangers. Et il se trouve qu'il y a 2 groupes anglais qui sont en tournée pas loin de chez eux, et ça va très mal se passer. Et parmi ces 2 groupes, il y a les Wings, qui est le groupe de Paul McCartney post-Beatles. Donc on est en 1972, et McCartney est au creux de la vague. Donc il fait une tournée pour se réhabituer à la scène, parce qu'il n'a pas fait... Une tournée qui a vraiment eu lieu. Hein. La tournée a eu lieu. Voilà. On est en 72, il n'a pas fait de concert depuis 1966, parce que les Beatles ont arrêté très vite de faire des concerts. Donc pour se réhabituer à la scène, il fait une tournée presque clandestine. Il a acheté un vieux bus à Impérial. Et il se balade en Europe en annonçant plus ou moins les concerts. Il joue dans des universités, dans des petites salles, voilà, pour se réacclimater à la scène. Et il est en panne près de La Motte-Bulleux. Et on est au mois d'août et il n'y a personne pour le dépanner. Et pendant plusieurs jours, il va traîner comme ça autour de ce bus. Et en essayant désespérément d'être dépanné. Et certains membres de son groupe vont avoir des petits ennuis en rencontrant certains habitants de ce village. De La Motte-Bulleux. De La Motte-Bulleux. Alors, nous prévenons donc le syndicat d'initiative ou l'office du tourisme de La Motte-Bulleux. S'il y a une librairie pour faire une dédicace, tu seras invité, tu es le bienvenu, voilà. Malgré l'image des habitants. J'espère. Alors, j'ai envoyé cette semaine le livre au maire de la ville. Donc, j'attends sa réaction. Parce qu'il sort quand ? Il est sorti fin septembre. Ouais. D'accord. Et la question que je t'ai posée en discutant au sujet du livre, et la question que posent tous les enfants, pourquoi la mer ne déborde pas? Pourquoi il y a du vent? Pourquoi il y a des nuages? Pourquoi ce titre? Alors pourquoi la mer ne déborde pas? Je ne sais pas. Non, mais pourquoi l'élevage du brochet en Bas-Saint-Cloud? Et pourquoi ce titre? Je ne sais pas non plus. Il y a une histoire de syllabes. J'ai trouvé qu'il y avait un nombre de syllabes qui était intéressant à prononcer. Et il y a 11 syllabes. Je trouvais que c'est joli, ça fait une jolie phrase assez musicale. Et puis j'aimais bien cette association un petit peu absurde. Et le fait que je savais que ce titre allait justement m'amener la question de tous les gens, voilà, qui le découvrent, et c'est ton cas. Et à ce niveau-là, ça marche bien. Plein de gens me disent, mais pourquoi ce titre? Quel rapport? Est-ce que notre ami Paul McCartney va à la pêche au brochet? Alors, il ne va pas aller à la pêche au brochet, mais dans cette histoire, il y a un bassin qui joue un rôle très important, et il y a des brochets qui jouent un rôle encore plus important, et qui sont nourris d'une façon très particulière par les 2 psychopathes qui font régner la terreur sur ce village. D'accord. Alors ça, c'est une ambiance... Je n'en dirai pas plus. Une ambiance western dans les Hauts-de-France. Il y a eu, avec tous ces livres, il y a eu entre-temps un très très beau livre, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, alors je ne suis pas très connecté, voilà, on a lancé avec Vincent Devologne cette idée de calme comme à la maison, sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est ce que disent tous les influenceurs. Il y a eu un livre sur Dan Cooper. Alors, en France, on a des faits divers, comme l'affaire du petit Grégory, comme... l'affaire de Bruy en Artois. Voilà, il y a plein de faits divers. Et là, Dan Cooper, depuis les années 70, il a détourné de l'argent, il a sauté d'un avion au-dessus d'une forêt, on a trouvé quelques liasses de billets, on a trouvé quelques morceaux de tissu. Qui est Dan Cooper? On ne sait pas. Est-ce qu'il est encore vivant? On ne sait pas. Il y a des documentaires, il y a des films, et... Tu es fan de faits divers, qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'écrire un bouquin là-dessus? Alors moi, les faits divers m'intéressent, j'essaie toujours de regarder un petit peu ce qui se passe dans les faits divers, ça donne des idées pour écrire des nouvelles, éventuellement des romans. Mais alors là, quand je suis tombé sur le cas de Dan Cooper, ça m'a fasciné. Ça m'a fasciné, c'était en 2016 et le FBI avait décidé de clore l'enquête. Et je me suis dit, quoi? Ça date des années 70, hein. Voilà. Donc ça fait 40 ans après. Depuis 1971. Et je me suis dit, c'est quoi cette enquête qui dure depuis 1971?
et qui est stoppé uniquement en 2016. Et j'ai commencé à me renseigner, à lire des livres, à lire des blogs, à chercher des films aussi. Il y a eu des films de tournée. Et plus je découvrais des choses sur ce Dan Cooper, et plus ça me fascinait. Ce type qui détourne un Boeing 727 sans violence et qui saute en parachute du Boeing au-dessus d'une forêt avec sa rançon de $200 000. Ce qui était énorme à l'époque, $200 000. Oui. Alors, j'ai regardé, j'ai calculé $200 000 en 1971, c'est l'équivalent de presque 1 300 000 aujourd'hui. Donc, c'est pas une petite somme. Ce qui fait le FBI a très longtemps essayé de retrouver Dan Cooper sans succès. Sans succès, sauf quelquefois des bribes de pistes, mais vraiment infimes, ou des faux suspects qui, pendant quelques mois, étaient presque inculpés. Et au dernier moment, on s'apercevait que non, c'était pas. Est-ce que ça te manque de ne pas avoir cette réponse, toi qui as fait des recherches? Non, parce que si j'avais la réponse, ça voudrait dire que le type serait aujourd'hui en prison. Et que voilà, il terminerait ses jours misérablement dans une cellule d'une prison d'État. Et je trouve que ce gars ne mérite pas ça parce que c'est quand même un voleur. Il a fait de mal à personne. Ouais. C'est de l'argent, je sais pas, qui vient d'une banque. Ou il a pas volé un particulier. C'est rock'n'roll. Je sais pas si c'est rock'n'roll, mais en tout cas, c'était un plan tellement bien conçu et finalement tellement dangereux à réaliser parce que le type saute au mois de novembre au-dessus d'une forêt en pleine nuit. En costume. En costume, en plus, sans être spécialement protégé, sous la pluie. On est au mois de novembre, il fait un temps épouvantable. Je trouve que ce type, s'il a récupéré ses $200 000, et ben, il a mérité d'en profiter un petit peu, sur une plage de Mexique par exemple. Pour continuer cette rencontre rock'n'roll, les années 70, les années 80, où tu es monté sur scène avec les Désaxés, on en parle dans la partie 1. Il y a ce très très beau livre sur Cultissime des années 80. Ça commence avec les années, la fin des années 70. Avec, je commence en 79 parce que finalement en 79 il se passe plein de choses qui vont annoncer les années 80. Ouais. Il y a les Blues Brothers qui ont commencé avec John Belushi et Dan Aykroyd, qui ont commencé dans le Saturday Night Live, une émission mythique. Ouais. Ça commence avec ça. Les années 80, en 2-3 objets, par exemple, si on te demandait de parler de quelque chose, ce serait quoi? Il y aurait... Parce qu'on avait tous 20 ans. Ouais. Mais non, mais il y aurait un petit ordinateur, le premier ordinateur qu'on avait, soit un Amiga, soit un Atari, avec pourquoi pas des jeux sur lesquels on jouait à l'époque, le premier ping-pong sur les Atari, des choses comme ça. Il y aurait aussi le magnétoscope, parce que les années 80, c'est la décennie au cours de laquelle la vidéo, la VHS va s'imposer dans les foyers. On va enfin pouvoir regarder des films à la carte sans avoir à attendre qu'ils passent au cinéma ou qu'ils passent à la télévision. Donc ça, c'était une grande liberté. Et puis, les années 80, c'est cette révolution incroyable qui va arriver dans la musique. C'est le CD, c'est le support numérique de la musique qui change absolument toute l'industrie de l'époque. Et puis, c'est des tas de films, c'est la Boom, c'est le deuxième volet de Star Wars. Vic. C'est Vic, c'est le deuxième volet d'Alien. Enfin, il y a toutes ces séries incroyables. Le deuxième épisode de Mad Max. Enfin voilà, il y a des blockbusters énormes qui marquent vraiment l'esthétique de l'époque. Alors tous les cinquantenaires qui nous écoutent, bien sûr, auront des choses à choisir, parce que il y a Madonna recherche Suzanne désespérément. Très bon film aussi, il y a à partir de cette époque-là, les filles ont quand même commencé à porter leur soutien-gorge par-dessus les petits chemisieux, ou ce qu'on appelle maintenant des crop-tops, avec Rosanna Arquette. Il y a la génération Dallas, et puis un des 45 tours les plus vendus en France dans les années 80. Chagrin d'amour, Grégory Ken et Vali. Il y a quelque chose à en dire justement sur cette période-là de l'arrivée du top 50, les vrais classements dans les hit-parades avec les vraies ventes, où ça a un petit peu changé tout ce monde-là. Toi qui faisais partie des Désaxés, qui étais sur scène, comment ça a été vécu quand on est à l'intérieur? L'arrivée du top 50, c'est énorme. Ça va tout changer parce que jusqu'à présent, il y avait des classements un peu fantaisistes, le hit-parade d'Europe 1, le hit-parade de RTL, le hit-parade des clubs, et c'était fait d'une façon très très aléatoire, c'était pas du tout scientifique. Et là, pour la première fois, le top 50 s'est organisé avec un institut de sondage, je sais plus si c'est la Sofres qui s'en occupait. Et donc là, ce sont vraiment des chiffres exacts, ce sont les vraies ventes, et ça va tout changer, parce qu'on croyait que les gros vendeurs s'appelaient Dalida, Michel Sardou, des gens comme ça, et on va s'apercevoir que le premier top 50 qui sort,
la plus grosse vente française, ce sont de parfaits inconnus. Ce sont Peter et Sloan. Besoin de rien, envie de toi. Et là, on s'aperçoit que c'est pas Johnny Hallyday, c'est pas Michel Sardou, c'est pas Dalida, c'est pas... Non, ce sont de parfaits inconnus qui sont les plus gros vendeurs en France. Les années 70, les années 80, Pierre Mikhaïlov, alors tu l'as traversé sur scène à l'extérieur. En conclusion, parce qu'il faut quand même pas se leurrer, Monsieur Pierre, c'est comme ça qu'on peut s'appeler à partir d'un certain moment, nous arrivons à la soixantaine. Nous avons vécu les années 70, 80, 90. Juste en 30 secondes, une conclusion de cette période-là où finalement on a cligné les yeux à 25 ans, on les a ouverts à 55. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme toi, on a vécu le Gibus, on a vécu le Palace et maintenant on est dans une autre génération? On pourrait dire quoi pour les gens qui nous écoutent, qui sont de cette génération nouvelle? Je trouve que les années 80, il y a des décennies charnières comme ça. Il y a eu les années 60, les années 70 et les années 80. C'est des années où le monde change parce que la technologie change et ça induit un changement dans les mentalités, dans la vie quotidienne. Et les années 80, c'est vraiment ça. C'est l'arrivée de plein de technologies qui libèrent les gens, comme les radios libres, comme l'informatique, comme le numérique qui permet de faire des films sans avoir besoin de 50 techniciens. Donc les années 80, voilà, c'est une décennie de grands bouleversements, de grande évolution des mœurs. Et malheureusement, ça ne se produit pas sur chaque décennie. La décennie d'après va vivre un peu sur cet acquis, les années 90. Mais les années 80, voilà, c'est un immense bouleversement. Avec le berceau de nombreux artistes qu'on écoute encore. Ouais. Avec les désaxés, on va se quitter là-dessus. Merci Pierre d'avoir accepté d'être l'invité numéro 2 de Calme comme à la maison, à retrouver sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne. On se dit à très bientôt. Avec grand plaisir pour les prochains livres et les prochaines scènes, pourquoi pas. En attendant, voici les désaxés. Bonne soirée à vous et bonne fin de journée. J'ai beau retrouver tout ça, plaisir perdu, mais c'est facile.